Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Boni et je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Le premier de 2019 de l'année, le nouveau Châtelaine de janvier 2019, il est déjà dans vos bacs à journaux. Vous pouvez aller le procurer. Et puis, il y a beaucoup d'articles dedans. Mais au téléphone, j'ai Andréane qui va nous parler d'un article très intéressant qui va surtout vous intéresser, vous les femmes. Allô, Andréane? Allô? D'accord. Alors, comme je vous disais, c'est un article, c'est le nouveau janvier de... on n'a pas pu avoir en rien, donc je vais vous faire un peu de quoi il s'agissait en fait. C'est un article qui va vous concerner, vous les femmes, comme je vous disais. Il s'agit du clitoris. C'est un sujet assez, c'est pas tabou, mais ça crée un peu de la gêne d'en parler. Et puis, il y a un article vraiment merveilleux dedans, parce que je l'ai lu, il est vraiment merveilleux, parce que vous allez apprendre des choses que peut-être vous ne savez pas sur cet article-là, pardon. Et puis, le nouveau Châtelaine, il y a plein d'affaires dedans. Vous pouvez retrouver des astuces beauté, vous pouvez retrouver des astuces pour économiser, vous pouvez trouver aussi des astuces pour changer de décor. C'est la nouvelle année, on a souvent besoin de changements. Donc, si vous pensez à faire un changement dans votre maison ou dans votre entourage, vous pouvez aller vous procurer le nouveau Châtelaine dans vos bacs à journaux. Et puis, alors, on me dit qu'on a Andréane. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Je pensais que j'allais parler tout seul de cet article super intéressant. Alors, comme je disais aux téléspectateurs, on va parler du clitoris. Oui, tout à fait, qui refait son entrée, si on peut dire, par la grande porte. On en entend de plus en plus parler. Et puis, qu'on découvre tranquillement aussi, parce que c'est beaucoup plus grand que ce qu'on pensait. C'est ça. Et puis, c'est un sujet qui crée de la gêne, hein? Chez certaines, c'est un sujet qui crée de la gêne parce qu'on a du mal à en parler. Oui, tout à fait. Puis on se rend compte de plus en plus que on connaît très peu de choses de nos propres organes. Mm-hmm. Donc, il y a toute une question d'éducation aussi là-dedans. Il y a beaucoup de femmes qui savent pas vraiment exactement comment leurs organes sont faits, comment ils s'emboîtent. Donc, c'est quand même assez crucial. On dit souvent qu'il faut se connaître pour avoir une sexualité épanouie. Épanouie, oui. Il faut aussi se connaître anatomiquement. Et puis, moi, je me rends compte dans l'article qu'en fait, c'est quelque chose qui était déjà, on en parlait bien avant, mais ça a été de nouveau sur on va dire quoi, la science a commencé à s'intéresser de nouveau à ça, parce qu'il y a certaines personnes qui sont sorties de l'ombre pour dire, oui, il faut qu'on connaisse ce sujet-là. Oui, entre autres, Helena Cano, qui est une chercheure australienne, qui, elle, a fait des schémas, qui a fait beaucoup de recherches sur l'anatomie exacte du clitoris. Puis elle a remis ça de l'avant. Dans son cas, elle est urologue, donc elle fait des opérations beaucoup dans cette région-là. Puis elle disait, les connaissances n'étaient pas là. On faisait très attention à pas endommager les nerfs pendant une opération de la prostate pour les hommes, pour pas nuire aux fonctions sexuelles. Et puis on savait absolument rien du système nerveux féminin. Et puis, alors, il y a beaucoup d'opérations qui endommageaient les fonctions sexuelles des femmes, puis sans qu'on s'en rende compte. Et puis, moi, il y a un sujet peut-être qui va intéresser tout le monde, parce que c'est une question à laquelle vous avez répondu dans cet article, à la page 59. C'est une question que toutes les femmes se posent, on va dire tout le monde, concernant la sexualité, se pose. Et les avis sont souvent mitigés là-dessus. Au bas de la page 59, on a écrit, oui, c'est ça, c'était comme... ou vaginale. c'était comme un OK. Puis on se rend compte que finalement, personne n'est vaginal à proprement parler, puisque pendant la pénétration, la zone qui est stimulée, c'est en fait la partie interne du clitoris. Oui, parce qu'il n'y a aucune terminaison nerveuse dans les parois vaginales. Donc c'est comme un mythe, en fait. On se mentait à nous-mêmes.
C'est un mythe. La même chose pour le point G. En fait, il y a des chercheurs français, une chercheuse entre autres, qui ont fait par résonance magnétique, ont réussi à capter des images d'un couple, puis se sont rendus compte que c'est le clitoris qui vient s'adosser à la paroi vaginale. Donc, il n'y a pas vraiment de point G. Il n'y a vraiment pas... OK. J'ai même pas envie de le dire parce que ça me fait rire. Il n'y a pas vraiment de point G. Et j'invite vraiment tout le monde à aller lire cet article-là, super intéressant. Et puis, il faut dire aussi que vous avez relevé des noms de militantes féminines qui essaient de nous faire sortir de l'ombre, on va dire, hein? Oui, puis qui sont très importantes. Magali Pirotte, entre autres, qui est une jeune entrepreneure montréalaise, puis qui, elle, crée du matériel éducatif qui sert dans des cliniques, mais qui sert aussi en France, en Belgique, pour des femmes excisées, pour apprendre la réelle anatomie de leur clitoris, en fait, qu'elles n'ont pas tout perdu. Donc, c'est un type d'éducation qui se fait par des modèles. Elle fait des modèles en silicone. Merci beaucoup, Andréane. Et puis, moi, j'invite tout le monde à aller se procurer le nouveau Châtelaine. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, l'artiste Céleste Lévy nous parle de son tout prochain album, déjà en construction, lors de son passage à Contact Ontario. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. Bonjour, je suis Dustin Giroux, je suis un bénévole pour TV Rogers. TV Rogers m'avait appris à vraiment être meilleure personne d'équipe, puis aussi de me dégénérer un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes, mais maintenant c'est plus comme, je suis plus confortable juste être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai pris des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Cette semaine, à Nathan parle, vous le connaissez très bien, de la région, Nicolas Saint-Pierre sera là, on parle de sport, et Lynn Duchesne nous parle de poux. Soyez là. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant de ski de fond, de championnat de ski de fond. Et avec moi, M. Claude Laramé, qui va nous parler de la 93e édition. Hein. Est-ce que vous pouvez me dire déjà le ski de fond? Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que ça se fait? Parce que moi, je ne connais pas. Bon, en ski de fond, il y a deux variantes. On peut faire la technique classique ou la technique libre. OK. Mais je pense que la majorité des gens connaissent plus la technique classique qui est historiquement la façon de faire ça. Donc, contrairement au ski alpin où on descend, oui. En ski de fond, on monte, on descend, on monte, on descend, et on fait les deux, c'est ça. Donc, il n'y a pas un moment de relaxation où on prend un monte-pente, on monte la pente sur nos skis. C'est un peu plus physique. Donc, notre bonne forme est mise à l'épreuve. Et là, on parle de du championnat, de la 93e édition des championnats canadiens de ski de fond. Et puis, déjà, qu'est-ce que je vais te demander? C'est la première fois que ça vient ici dans la région, parce que ça s'en vient dans la région. Oui, ça s'en vient dans la région. Les derniers championnats canadiens complets, donc seniors et juniors, ont eu lieu en 1962. Mon Dieu! Dans la région. Donc, ça fait quand même plusieurs années. Et là, ils auront lieu au centre de ski de fond Nakertuck, qui est à la frontière de la ville de Gatineau et de la municipalité de Cantley. Et ça a lieu du 13 au 20 mars prochain.
Waouh, c'est déjà pas loin. Oui. Je me dis, quand on parle de championnat de football, en tout cas, peu importe les championnats, ça prend beaucoup d'organisations, beaucoup de personnes. Est-ce que vous travaillez seul dessus? Non, absolument pas. Il y a une corporation qui est derrière ça. Ça s'appelle l'Événement Nordique Gatineau. Okay. L'Événement Nordique Gatineau, c'est un regroupement de 4 organisations de ski de fond de la région, soit le Club Chelsea Nordique, Nakurtuk, Skinnook et la Gatineau Lopette. Donc, on a regroupé tous ces gens-là. On a présenté une Coupe du monde en 2016 et maintenant, on présente les championnats canadiens. Et ça prend beaucoup de monde, hein, normalement, un championnat. On s'attend à avoir combien d'équipes ou... On s'attend à avoir 800 participants, 13 équipes. Donc, les 13 équipes sont les équipes des 10 provinces et des 3 territoires. C'est vraiment un championnat canadien où on représente sa province ou son territoire. Et une équipe compte combien de skieurs? Ça dépend. L'île du Prince-Édouard aura peut-être 2 ou 3 skieurs. L'Ontario et le Québec en auront jumelé peut-être 400. 400? Oui. Puis on va dire que si tout le monde s'en vient dans la région, ça va faire bouger un peu la région. Hein? Ça va faire bouger la région. Tourisme et tout ça, parce que, oui. Oui, quand on parle de 800 participants, on s'attend à ce qu'il y en ait entre 4 et 500 qui soient de l'extérieur de la région. Au niveau des retombées, on peut prévoir tout près de 3000 nuitées. 3000 nuitées. Puis est-ce qu'il y a des gens qui s'en viennent de l'international? Il y a habituellement au championnat canadien des participants américains. À chaque édition, on voit des skieurs américains qui viennent participer. Puis, sait-on jamais, il y aura peut-être des skieurs de l'international qui nous visiteront. Juste pour visiter, mais eux, ils participent aussi au... Ils pourront participer aussi. Ils pourront participer. Alors, des gens qui nous écoutent déjà à la maison, est-ce qu'on peut s'inscrire en tant qu'équipe pour participer actuellement? Parce que c'est pour mars? C'est pour mars. Les inscriptions sont ouvertes depuis le début du mois de janvier. D'accord. Donc, on peut y accéder via notre site web. Et puis, c'est gratuit, on va s'inscrire en formulaire et tout? Il y a des frais pour participer, il y a des frais d'inscription, mais pour les visiteurs, spectateurs, c'est gratuit. On se déplace, on se rend au centre de ski Nakurtuk Sud et on peut voir tous ces gens-là. Je vois que ça fait longtemps que vous êtes dans le domaine, je vais dire. Hein. Est-ce que vous avez des personnes ou des gens qui, en fait, quand vous les voyez, vous dites c'est des personnes qu'on doit surveiller? Oui, des personnes de la région, surtout. Oui. Il y a des skieurs de la région qu'on doit surveiller. Là, je pense à Catherine Stewart-Jones du club Nakurtuk, Antoine Cyr du club Skinnook, qui sont sur l'équipe nationale senior. D'accord. Il y a Pierre Growl-Johnson, qui est aussi de Nakurtuk, qui est sur l'équipe nationale junior. Et je vous dirais, il y a Laura Leclerc, qui est du club Chelsea. Ce sont des skieurs à surveiller. Mon Dieu. On avait dit on a dit qu'en début d'entrevue que c'est très physique. Donc, ces personnes, sur combien le parcours, ça sera sur combien de kilomètres? Il y a plusieurs distances. On a des sprints de 1000, je vous dirais, disons 1500 mètres, donc 1,5 km. Il y a des courses qui font 5 km, 10 km. Et on a un 30 km pour les dames et un 50 km pour les hommes. Des dames? Oui. Et c'est ce qu'il y a beaucoup de femmes qui participent à ça? Oui. En pourcentage, là, je vous dirais que c'est probablement 35 à 40 de femmes et le reste sont des hommes. Mon Dieu. Puis quand est-ce que ça va se terminer, le championnat? Je pense qu'il y a autre chose qui s'en vient pour les heureux gagnants, des gens qui sont fait distinguer. Bon, il y a deux choses par rapport au championnat canadien. Ça sert aussi de championnat universitaire. Donc, il y a des résultats qui sont attribués là, à des participants qui sont des étudiants dans les universités canadiennes. Mais aussi, il y a une Coupe du monde, la fin du circuit de la Coupe du monde de ski de fond qui a lieu à Québec les 22, 23 et 24 mars, donc quelques jours après. C'est ça. Et parce qu'on a ça chez nous au Canada, l'équipe nationale peut ajouter des skieurs dans son équipe. Donc, le championnat va servir de qualification. Pour envoyer des nouveaux skieurs à cette Coupe du monde. Mais nous, on espère que c'est des personnes de la région qui vont être sélectionnées pour l'équipe nationale. Hein? On espère, hein? On espère juste. Bon, en tant qu'organisateur, on ne peut pas mais moi, préférer, là, mais vous. Oui, moi, je peux espérer que
quelqu'un de la région puisse participer à la Coupe du Monde. Alors, ben, merci beaucoup. Donc, on va rappeler au monde à la maison, si vous êtes à la maison que vous voulez participer, vous allez sur le site web qui s'affiche à l'écran maintenant. Alors, vous le voyez là, www.championnatscanadien-de-ski2019.engne.ca. Vous allez là-bas, vous avez le formulaire d'admission, vous vous inscrivez et vous allez participer à cette activité physique-là. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on va parler de santé mentale. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Colère, mon maudit gros jaloux. Non mais là vas-tu te taire? Qu'est-ce que t'as à envier le Billy Love? Toi t'es plein au bout de ta plume de mots qui innovent pour amplifier l'esprit, l'énergie de sa voix. Cesse donc te plaindre, sinon pour te je t'enlèverai tes figures de style et car la jalousie est la passion d'une âme lâcheur. Une aveu secret de sa médiocrité. Une fois articulée, a besoin pour plaire d'une panoplie de bonnes idées qui sonnent un peu mieux quand on trouve les bons airs. Parce que personne à lui seul a tous les talents, au final ça fait qu'on est complémentaires. Christian a fière allure et la fleur de l'âge, mais son plate c'est racontage. Cyrano, c'est lui qui a le flair, ces deux-là, ils font la paix ensemble, ça déménage et tous. Oh oui, tous! De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai avec moi M. Benoît Bruyère et Annie Gredin. On va parler de santé mentale avec vous. Vous venez de l'hôpital Montfort. Et puis, vous êtes ergothérapeute en santé mentale. Oui. Déjà, l'ergothérapeute, qu'est-ce qu'il fait? On fait plein de choses. En fait, notre rôle, essentiellement, c'est d'accompagner les gens dans leur processus de rétablissement pour qu'ils reprennent une vie satisfaisante dans leurs occupations de la vie quotidienne. OK. C'est vraiment, vous êtes spécialisé en santé mentale. Il peut y avoir un ergothérapeute en différentes... On est autant formé en santé physique qu'en santé mentale. Ah, OK. OK, d'accord. Et avec vous, on va parler de santé mentale, comme j'ai dit. La santé mentale, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est plein de choses. Okay. Puis en fait, je pense que chaque personne a sa propre définition. Oui, je dirais. Puis, qu'est-ce qu'on cherche, c'est de vraiment s'éloigner de la maladie mentale. Parce que la maladie mentale, c'est le diagnostic, c'est qu'est-ce que la personne reçoit comme un peu sentence de vie ou de mort. OK. Puis la santé mentale, en fait, c'est beaucoup plus. C'est la capacité de pouvoir vivre des choses qui sont satisfaisantes, qui nous font du bien au quotidien, même avec une maladie mentale. Puis c'est ça le rétablissement, c'est de pouvoir se permettre d'aller chercher des choses qui sont intéressantes, qui nous font du bien, au-delà des symptômes qui souvent vont nous être des obstacles à notre quotidien. Fait qu'on peut avoir une santé, on peut être en bonne santé mentale et avoir une maladie mentale? Absolument. Absolument. Ça, ça se démêle pas facilement dans mon cerveau actuellement. Comment ça? Est-ce qu'on peut, comment essayer de mieux faire la distinction? Je pense que c'est une bonne question parce que la société voit encore le principe qu'une personne avec une maladie mentale, c'est une personne qui est dangereuse, imprédictible, qui en fait, qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Alors qu'on sait que c'est une maladie, que l'identité de la personne, c'est pas juste le diagnostic. OK. Que la personne a ses forces, a ses projets de vie, puis c'est un peu ça notre rôle, en fait. On veut accompagner la personne à pouvoir retourner à ses projets de vie. D'accord. Et puis, si vous me permettez, je dirais que moi, je suis Annick Grondin et j'ai des épisodes de dépression. Mais je ne suis pas une dépressive, une malade mentale. Je suis Annick et cet élément-là de dépression, c'est juste une petite partie de ma vie. Oui. Donc, c'est un peu différent que de dire je suis dépressive.
C'est pas ça qui englobe, qui me définit. Qui définit qui est-ce que vous êtes. Ouais. Puis, comme on l'a dit tout à l'heure, à cause de la, on va dire, si on peut le dire, oui, à cause de la stigmatisation, il y a beaucoup de personnes qui n'en parlent pas. Parce que si je me rends peut-être vers un ami et puis je dis que je traverse quelque chose de... Mais non, tu es trop comme ça, il faut que tu sois un peu forte. Et moi, j'étais comme ça, malheureusement, avec des personnes qui se confiaient à moi. Puis en fait, je pense que c'est normal. Oui. Qu'on le veuille ou non, en fait, les statistiques démontrent que tous les Canadiens et les Canadiennes sont affectés par la santé mentale de façon directe ou indirecte. Une personne sur 100 qui est diagnostiquée qui a un problème, un trouble de santé mentale. Donc, c'est certain que tous les gens qu'on connaisse, il y a au moins une personne qui, dans notre entourage, qui vit ça. Puis, on a tendance à repousser avec nos idées préconçues, qu'on appelle les préjugés, que ça peut être dangereux et qu'on ne sait pas quoi faire. Que c'est les professionnels seulement qui peuvent aider ces personnes-là. Ça crée un malaise, on se demande, on ne connaît pas. Puis n'importe quoi qui est inconnu, il y a un malaise alentour de ça parce que on peut pas en parler. C'est ça, on veut utiliser les bons mots, on veut dire les bonnes choses, on est pris un petit peu exactement, on est toujours pris un petit peu au dépourvu. Donc c'est tout à fait normal. Puis il faut en parler. Il faut absolument en parler. Puis en fait, c'est ça qui est l'avantage des belles initiatives comme Belle Cause pour la Cause qui se passe le 30 janvier. Le 30 janvier. Le 30 janvier, donc c'est bientôt. C'est quoi? C'est un événement qui se passe de quel côté? Belle, disons, ont ce programme-là où ils ramassent des sous pour la santé mentale. Et puis, en fait, leur publicité fait en sorte qu'ils aident à démystifier ce qu'est la santé mentale en allant chercher à la fois des personnalités connues et des gens moins connus qui parlent ouvertement de leur épisode. Casser la glace un peu. Absolument, de pouvoir en parler. Parce que d'en parler de la bonne façon ou de la mauvaise façon, l'important, c'est d'en parler, en fait. D'en parler à une personne de confiance, une personne qui est prête à écouter. Je comprends. Puis, évidemment, approcher des gens de notre entourage avec qui on se sent confortable d'en parler, c'est important, mais c'est pas tout le monde qui est confortable à l'entendre non plus. Aussi, oui. Malheureusement, si j'étais comme ça, dans une autre vie, j'étais comme ça. Puis je suis beaucoup plus compréhensif parce que c'est comme on disait, à cause des stigmates, mais et ça arrive aussi qu'on traverse des affaires, on ne peut pas mettre le mot dessus pour le dire, parce qu'on a peur d'être jugé. Oui, tout à fait. Puis ça, je peux très bien en parler. En fait, moi-même, la première fois que j'ai eu je vais appeler ça un malaise, parce que je savais même pas qu'est-ce que c'était que je vivais. J'étais adolescente à ce moment-là. Je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas bien, mais je pensais que, je sais pas, je savais très bien qu'à l'adolescence, il y aurait des changements hormonaux. Oui. Ça, j'avais compris ça, mais est-ce que c'était ça? Je me souviens d'avoir appris le mot, qu'est-ce que voulait dire le mot mélancolique dans un cours de français, puis je m'étais dit, moi, je suis mélancolique, c'est ça c'est ça, pas mon problème, mais c'est comme ça que je suis. Jusqu'à temps que je réalise que moi, j'étais un peu différente, je vivais pas les choses de la même façon. J'étais souvent repliée sur moi-même. Pas tout le temps, mais dans certains épisodes de la vie, certains moments que on peut mettre une date là, quasiment du début et de la fin. J'avais ces moments-là, je savais même pas, donc je pouvais même pas en parler moi-même. Peut-être que des proches pouvaient dire, Annick, t'es différente. Il y a quelque chose qui va pas bien. Mais je sais pas. Mais je veux revenir à l'idée du fait le fait que c'est difficile d'en parler, et ça d'un côté que de l'autre. Moi, ce que je peux dire de mon expérience, c'est que je trouve ça difficile d'en parler quand je ne vais pas bien. Parce que ça fait remonter en moi beaucoup d'émotions. Qu'on veut essayer de refouler. C'est que ça me rend très émotive à ce moment-là, et là, je pourrais pleurer, et je viens, c'est ça, vu que ça fait, il y a beaucoup d'émotions qui font surface, il y a un malaise qui vient avec ça. Je pense que dans n'importe quelle circonstance, dès qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a des pleurs, il y a toujours un petit peu d'inconfort, parce que, on a de la peine, on vit toutes sortes d'émotions dans nous, donc... Puis face à ça, je pense que c'est important de reconnaître c'est quoi les attentes des gens. Moi, comme professionnel de la santé, mon rôle, essentiellement, c'est pas de dire si la personne va guérir ou non, c'est de créer un environnement où que la personne peut amorcer son processus de rétablissement. D'accord. Donc, d'y donner la place pour tout simplement être avec la personne, d'écouter, d'entendre. Pas nécessairement de trouver les mots magiques et de chercher, en fait, la grande recette. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de recette magique. En tout cas, j'y crois pas. Mais... Si quelqu'un en onde connaît la recette miracle, s'il vous plaît, faites-nous part. Sauf qu'il existe des très bons ingrédients. Oui, des ingrédients. Des ingrédients qui fonctionnent.
Absolument. Puis, en fait, on a la preuve. Puis, une des choses, c'est cultiver l'espoir. Espoir. L'espoir que la maladie, c'est un processus, un épisode qui est temporaire, qui ne définit pas la personne, et de croire que la personne a tous les outils nécessaires pour... Passer au travers. Et voilà. Je pense qu'on a d'autres ingrédients. On va prendre une pause, c'est bon? Ah oui. OK. Juste après, nous, on revient sur le plateau pour parler de maladie mentale, mais on va vous livrer des ingrédients qui vont vous aider à aller beaucoup plus haut. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Laisse-moi voir ta beauté quand les témoins seront partis. Laisse-moi sentir tes mouvements comme autrefois dans Babylone. Montre-moi lentement ce dont je ne connais que l'entour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. La 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 Danse-moi à ta beauté avec un violon brûlant. Danse-moi dans la peur jusqu'à ce que je sois rassemblé. Caresse-moi de ta main nue, carre-moi avec ton gant. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours de santé mentale avec deux représentants de l'hôpital Montfort. Puis là, vous allez nous livrer des ingrédients. On a parlé d'un premier avant la pause, c'était l'espoir. Oui. L'espoir de cultiver l'espoir. De cultiver l'espoir, oui. OK. Et puis, un deuxième ingrédient, je vais prendre une louche là. Dans nos ingrédients. Cultiver l'espoir. Je veux revenir sur cet ingrédient-là parce que c'est peut-être l'ingrédient qui est un des plus importants, je dirais. Quand je parle de mon expérience, à certains moments, moi, j'avais plus d'espoir. Donc, c'était important pour moi d'être appuyée par des gens qui, je pense entre autres à une psychologue, je pense entre autres à mon médecin de famille, deux personnes qui ont joué des rôles fondamentaux dans mon rétablissement. Et ces personnes-là avaient de l'espoir. Elles croyaient profondément en mon rétablissement. Et pour moi, c'est ce qui a fait que j'ai c'est peut-être ce qui a fait que j'ai pu m'en sortir à ces moments-là. Donc, en fait, je leur dois énormément à ces personnes-là. Puis je veux les remercier. Je veux les remercier publiquement. Ça me fait penser que ça arrive... Ben, OK, on va parler de ça tantôt avec votre travail, Benoît, de comment aller trouver de l'aide. Oui. La majeure partie du temps, et moi aussi, j'ai déjà vécu ça. C'était pas... j'étais pas malade, ou en tout cas, je traversais une période difficile. Puis là, on m'a dit, il faut juste prendre des cachets pour te relaxer. Moi, j'ai déjà vécu ça. Comme des cachets, c'est juste pour te relaxer, ça va passer. Alors que la personne qui est en face de moi, elle n'est pas chercher plus loin que ça. Est-ce que... En fait, le réflexe d'offrir des cachets, c'est de pouvoir enlever la détresse qui est associée. Parce que quand on traite le symptôme, en fait, on aide la personne à pouvoir enlever les obstacles qui l'empêchent de fonctionner. D'accord. Mais vous avez raison, en fait, il y a beaucoup plus qu'on peut faire. Quand on redonne le pouvoir à la personne, quand on aide la personne à pouvoir choisir d'elle-même qu'est-ce qui est important, là, c'est différent. Si la personne vous aurait dit, c'est quoi l'impact que ça a, en fait, cette détresse-là sur votre quotidien, bien, peut-être que l'angle aurait été différent, peut-être que ça n'aurait été pas juste des cachets qu'on vous aurait offert. Donc, c'est dépendamment de l'approche que, on va pas dire l'approche, mais de ce que le patient va dire au... Je me permettrais de dire la personne, en fait, qui reçoit des services, parce que si on dit patient, on dit une personne qui est passive par rapport à ce processus. Donc, la personne qui reçoit des services, on travaille une approche de collaboration avec cette personne-là, parce que c'est cette personne-là qui se rétablit, qui est l'experte du rétablissement.
Wow. Donc, en fait, ça tout repose sur nous parce qu'on a les capacités à l'intérieur de nous-mêmes. C'est justement l'espoir, c'est que des gens croient en nos capacités de se rétablir. En fait, en dedans de nous, même si en tout cas, je ne le ressentais pas du tout à ce moment-là, mais on me disait, Annick, en dedans de toi, tu as toutes les ressources nécessaires pour te rétablir. Et je me disais, vraiment, vous croyez ça? Vous pensez ça? Parce que moi, je me sentais anéantie à ce moment-là. Et on m'a aidé à dire, bien, regarde ce que tu as fait, regarde ton passé, regarde les accomplissements. Avec tes forces, avec... Exactement. Puis finalement, on pouvait pointer vers quelques éléments, quelques composantes où on disait, ben là, OK, là, ici, on peut jouer sur ça. Mais c'est moi ça venait de moi, tout ça, avec l'aide, évidemment. Oui, c'est ça. Les personnes qui m'aidaient, ce qu'ils faisaient, entre autres, c'est d'éveiller, de m'ouvrir à voir, pas juste se renfermer. C'est ça, pas juste mon malheur, mais de m'ouvrir, de me lever la tête et de donner de l'espace à mon esprit pour accueillir tout ce qu'il y a d'autre dans la vie que cette détresse-là. C'est de créer de l'espace dans ma tête pour que les petits écureuils arrêtent de tourner. Oui. Ça, c'est pas possible si on n'en parle pas. Oui. Si on n'approche pas, en fait, des gens pour en parler. Des professionnels. En fait, oui et non, parce que je pense que d'en parler à des gens de confiance, d'abord, c'est important. Ouais. C'est un premier pas, en fait, vers l'établissement. Puis si ça va vraiment pas, d'appeler de l'aide. On peut appeler des lignes de crise qu'on a en fait dans la région ici. Okay. Il y a le médecin de famille qu'on peut aborder. Je pense que c'est une recette qui a bien fonctionné. Il y a aussi le 911 évidemment, mais c'est tout comment qu'on s'aide dans le processus. Le rétablissement, ça se fait pas tout seul. Ouais. Puis c'est de comprendre en fait que dans cette vulnérabilité de demander de l'aide, c'est là qu'on gagne. Oui. Puis on est chanceux, je dois dire, on est tellement chanceux, nous, de vivre en 2019 au Canada, à Ottawa. Moi, à Ottawa, d'avoir des services en français, je pense à l'hôpital Montfort. J'ai mon médecin de famille qui est francophone, une psychologue qui est francophone qui peut... On a des ressources. Il y a plein de gens. Moi, je trouve ça merveilleux. Je trouve que ton métier, les gens qui sont là pour... il y a tellement de ressources de gens qui veulent aider. Mais évidemment, la balle est aussi dans notre camp. Oui. Quand on a besoin d'aide, si on ne demande pas de l'aide, on ne peut pas avoir accès à ça. Donc, c'est sûr qu'il y a ce premier pas-là à faire. Est-ce que ce que tu viens d'énumérer, Annick, tantôt, comme être reconnaissant qu'on parle français, tout ça, c'est pas l'un des deuxièmes ingrédients? Parce que moi, je sens la gratitude dedans. Oui. D'avoir ce qu'on a, en fait. Bien, d'apprécier. En fait, je pense que c'est Saint-Augustin qui disait que le bonheur, c'est d'apprécier, ce que l'on a déjà. Alors, c'est un autre petit ingrédient. Un petit peu de sucre, un petit peu de cannelle à notre gâteau de bonheur. Avec de l'espoir, le pouvoir d'agir et aussi d'être capable d'entendre le message. Puis en fait, ça représente comment on est comme personne, mais aussi comme système de santé. Oui. Nous, à l'hôpital Montfort, en fait, on transforme nos services en santé mentale pour être axés vers le rétablissement. D'accord. C'est merveilleux ce qu'ils font présentement. On n'est pas loin. Enfin, on est là et en fait, on s'améliore à chaque jour pour être capable d'avoir ce travail d'équipe avec la personne. Que la personne est au centre du processus, entourée d'experts, comme que la personne est aussi, que chaque personne utilise leur force pour avancer le processus. Est-ce que les personnes que vous recevez, c'est beaucoup plus d'hommes ou de femmes, dépendamment du genre? Qu'est-ce que vous recevez? C'est ça qui est intéressant, en fait, c'est que la maladie mentale, en fait, ou les troubles de santé mentale sont non discriminatoires. Donc, ça affecte autant les hommes que les femmes, les jeunes et les plus âgés, les plus sages. Oui. Les jeunes adolescents aussi? Oui, tous les âges. En fait, là, moi, je suis toujours... si vous aviez devant vous mon CV, vous diriez « Ah oui! Ça, c'est ton CV, puis il y a pas je mets pas dans mon CV, évidemment, hein, je mets pas ça, moi j'ai fait une dépression à ce moment-là, mais ça paraît pas, c'est tout le monde, peu importe les années d'éducation, peu importe le statut social, peu importe justement le sexe, l'âge, ça affecte tout le monde. Puis je dis ça affecte, parce que moi, ça m'a affecté, évidemment, mais ça l'a affecté mon mari, mes deux filles, ça agit dans, mes parents, ma famille, mes amis, mes collègues de travail, mes gestionnaires, directeurs, tu sais, c'est tout le monde qui est affecté par la santé mentale. Parce qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. Oui. Mon Dieu, ça c'est très bien dit. Et puis, moi je veux juste demander à Annick, pendant que tu traversais tout ça, tu as dit que c'était beaucoup plus difficile d'essayer de voir au-delà de ce que tu ressentais. Et comment tu as réussi à t'ouvrir, en fait?
Ouf, je le sais, je le sais pas. Ça, c'est, je sais pas comment que ça s'est passé. Je vais décrire qu'est-ce qui se passait, par contre, mais qu'est-ce qui a fait que j'ai... Tu sais, à un moment donné où t'as pas d'espoir, puis là, à un moment donné, hop, il y a un petit déclic. Il y a un petit déclic. Ben, je le sais pas trop. Je me souviens quand ça a eu lieu, ben, pour mon dernier épisode, parce que je dois dire que j'en ai eu 3 qui sont plus majeures, je dirais. Puis quand je dis plus majeures, c'est parce que à ce moment-là, je travaillais, il a fallu que je prenne, que je sois en arrêt de travail. Wow. Et ça, pour moi, c'était très difficile parce que la valeur travail, pour moi, c'est quelque chose de très important. Donc, mais le déclic qui se passe, je ne sais pas exactement. Je pense que c'est plusieurs choses. C'est le fait qu'à un moment donné, ben, tranquillement, pas vite, je mangeais un peu mieux, je dormais un peu mieux. Donc, tu sais, à la base, là, parce que j'étais tellement à un niveau d'énergie qui était tellement bas, donc c'était la base. Et ensuite, graduellement, avec l'aide, comme je vous dis, de ma psychologue et de mon médecin de famille, de voir qu'il y avait... de m'aider à voir en dedans de moi qu'est-ce que j'avais qui me permettait de m'en sortir. Puis jusqu'à temps que je réalise, je suis sortie de là. Je suis pas si pire que ça, finalement. Tu sais, tout est pas si pire, tout est pas... parce que j'avais l'impression que moi, j'avais tout gâché. J'avais gâché ma vie, j'avais gâché... mes filles. J'avais gâché ma relation avec mes filles, avec mon mari, avec mes conjoints. Ma carrière était fichue. Puis briser cette auto-stigmatisation-là qu'on a envers nous-mêmes, en fait, c'est très difficile et ça prend beaucoup de courage de demander de l'aide. Bravo, Annick. Alors, je vais dire bravo. Moi on va parler, on parlait du déclic. Et puis, moi, tu disais que tu savais pas exactement qu'est-ce qui s'était passé. Et moi, je pense à ce que moi, j'ai vécu. Et puis, je me dis, du coup, en fait, tu peux pas savoir pourquoi, parce que à chaque fois que tes personnes te parlaient et que tu écoutais ce qu'ils te disaient, les paroles restaient quelque part dans ta tête, en fait. Je pense que c'est le mix de tout ça qui a créé le boom, le déclic. Oui, tout à fait. Oui, on parlait de l'écureuil tout à l'heure. Le mien était sur les speeds à ce moment-là, je peux vous dire. Déjà qu'il se promène beaucoup, là, mon écureuil, mais à ce moment-là, il se promenait, par exemple, à reculons, je dirais négativement, tu sais, la spirale comme ça, jusqu'à temps que la spirale commence à changer de barre, puis ça commence à remonter. Là, Merci. Vous faites un bon point, en fait. Je pense que d'attendre d'aller voir les professionnels, il y aurait juste quelques secondes, mais d'en parler, d'être ouvert et d'être là avec les gens, je pense que c'est une belle recette. Mais merci beaucoup. Merci pour votre travail et puis merci d'avoir partagé ton expérience avec nous, Annick. Ça me fait plaisir. Alors moi, j'invite tout le monde à la maison à aller consulter. Si vous sentez un peu mal, vous pouvez aller consulter. Vous allez sur le site de l'hôpital Montfort, vous voyez les ressources qu'ils ont pour vous. Là, vous pouvez même vous rendre directement à l'hôpital et puis avoir accès à leurs ressources. On prend une toute petite pause et juste après, on parle avec notre coach de vie, Carole Thériault. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Salutations à ma famille du Canada jusqu'aux Antilles. J'aimerais partir direction vers les Caraïbes, soleil qui brille et c'est tranquille sur la chaleur dans cette ville. Que du bonheur, oublie le passé et le futur soit au présent car c'est moins dur. Mais je t'invite, quitte avec moi, partons au loin, trouvons la joie. Ferme les yeux, compte 1, 2, 3, sois dans le moment et libère-toi. Échappe-toi comme un enfant, découvre ce qui est à ta portée. Va, qu'on part en voyage ce soir, laisse le vent t'emporter. Let's go, heureux, sans fardeau, soleil, sable chaud, fiesta au bord de l'eau, haute vibration, elle danse avec passion, elle, belle mademoiselle, regarde un peu comme une coccinelle, magie dans l'air, mais en l'air, connexion à l'univers, esprit zen, pas de peine, j'aime aucun problème, échappe-toi comme un enfant, découvre ce qui est à ta portée, va, qu'on part en voyage, ce soir, laisse le vent t'emporter, De
retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On est rendu au 17 janvier. Vous avez sûrement pris des résolutions qui n'ont pas fonctionné jusqu'à date, parce que je le sais parce que j'ai fait ça aussi. Alors, j'ai notre coach de vie avec moi, Carole, qui va nous dire pourquoi nos résolutions ne fonctionnent pas. Ben, oui, effectivement. Alors d'abord, je vais te dire bonne et heureuse année 2019. On vient de commencer. Oui. Ben, en fait, c'est vrai, hein, il y a une statistique qui dit que après 2 semaines. 2 semaines, rendu au 20 janvier, les gens ont comme abandonné leurs résolutions, tu sais. Ça fait que, est-ce que toi, tu prends des résolutions? C'est ce que j'essayais de dire ce lundi durant l'émission à Sylvie Lapointe, qui est aussi coach. Oui. J'ai dit que j'essayais de, mais elle a dit que le terme n'était pas bon. Au lieu d'essayer de, je vais faire de mon mieux pour quelque chose dans le genre. Donc, reformuler. Fait que je ne prends pas de résolution. J'en ai pris une que je n'ai pas respectée jusqu'à date. Donc, c'est pour ça que, voilà, j'en prends pas. J'en prends plus. Bien, en fait, souvent, ce qui fait que les résolutions, ça ne fonctionne pas très bien, c'est que souvent, c'est pris comme à un temps de l'année. On prend ça généralement comme à la fin de l'année, sur le coin d'une table. Il n'y a pas trop réfléchi, fait qu'on fait ça un peu sur un coup de tête. Fait que, alors, les choses qui sont comme prises à la va-vite, comme on dit, bien, c'est pas quelque chose qu'on peut maintenir dans le temps. Mais surtout, c'est que souvent, ce qui fait que ça ne fonctionne pas, c'est que les résolutions c'est que c'est pas un réel engagement qu'on va prendre. T'sais. Souvent, on va dire... Ben, mais on le croit tellement fort au moment où on le dit. Mais souvent, ça va se verbaliser comme « il faudrait que je prenne soin de ma santé ». Il faudrait que je travaille moins, il faudrait que je prenne plus de temps pour moi. Alors, on est dans « il faudrait que ». Je devrais que. Puis là, on est un peu dans un espace d'obligation plutôt que de prendre un réel engagement. Et c'est ça qui fait que souvent, on va abandonner nos résolutions. L'autre chose aussi, c'est que on est beaucoup dans des résolutions qui ne fonctionnent pas, c'est pas réaliste aussi. Je le vois souvent en matière de santé. Moi, je suis dans un programme de mieux-être et de santé, et puis quand j'accompagne les gens à ce niveau-là, les gens, ils disent, OK, là, je vais prendre soin de ma santé, et ils veulent changer tout leur comportement et leurs habitudes à la fois. Alors, ils font table rase, je vais bien manger, je m'entraînais jamais, mais là, je vais m'y mettre 3-4 fois par semaine, et on le sait que ça tient pas la route parce que l'être humain, il n'est pas capable de faire plusieurs changements à la fois. Il faut y aller progressivement. Et ça, pourquoi on n'est pas capable de faire plusieurs changements à la fois? C'est qu'il faut recréer des nouvelles connexions neurologiques dans notre cerveau. Mon Dieu, ça va loin. Ben oui, absolument, c'est ça. Alors, il faut se donner le temps de créer l'habitude. Fait que ça, c'est une des raisons pour que ça ne fonctionne pas. Et souvent, c'est qu'on ne s'est pas donné de plan, on n'a pas planifié comment on pourrait y arriver. OK. Puis il y a aussi, tu as parlé du fait qu'on le prend vraiment, les résolutions vraiment à la fin de l'année. C'est vraiment sur un coup de tête. Hein? Et puis ça ne peut pas fonctionner parce qu'on est dans une émotion, je dis, qui peut se dissiper. Bien, on est surtout dans un état d'esprit à la fin de l'année où souvent on arrive fatigué. On a notre année. C'est une période intense pour beaucoup de gens. Et quand on arrive à la fin de l'année, on n'est peut-être pas dans l'état d'esprit nécessaire pour vraiment prendre le temps de se centrer puis d'avoir la clarté nécessaire pour pouvoir planifier son prochaine année. Fait qu'aujourd'hui, ce que j'aimerais vous proposer, c'est une approche différente. C'est ça. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans mon entreprise de coaching, puis je dois te dire que j'ai expérimenté différents outils pour établir nos objectifs durant l'année, établir nos priorités. Puis l'outil, pour moi, qui a fonctionné le mieux, puis que souvent je vais proposer à mes clients, c'est plutôt d'y aller, de déterminer un mot phare pour son année, d'avoir un thème plutôt que... Tu sais, quand on établit nos objectifs d'une façon traditionnelle, le réflexe qu'on a, c'est de se demander qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce que je voudrais faire? Qu'est-ce que je veux avoir? C'est sûr que c'est des bonnes questions à se poser, mais le problème avec ces questions-là, c'est qu'on interpelle beaucoup plus l'aspect de la tête, plus l'aspect intellectuel. Et il y a comme une dimension qui est comme absente, qui est la dimension de cœur, tu sais. C'est comme si, quand on prend soin, on dit, OK, ma santé, ça va devenir ma priorité. C'est comme si ma tête sait qu'elle veut... ma tête, elle sait que je veux aller dans cette direction-là, mais mon cœur, il n'est pas engagé. Fait que pour vraiment
aligner nos s'aligner, intentions. Il faut vraiment que la tête, le cœur et le corps soient alignés pour se donner toutes les chances de succès, d'avancer puis d'atteindre nos objectifs. D'accord. Okay. Alors, première approche, de quoi est-ce qu'on parle? Alors, l'idée, c'est au lieu de se dire qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux avoir, c'est d'y aller plutôt dans qu'est-ce que je voudrais vivre en termes d'état intérieur dans mon année en 2019. Qu'est-ce que j'aimerais sentir? C'est qui la personne que je voudrais devenir? Alors là, ce qui arrive, c'est qu'au lieu de juste être dans le faire, on descend à un niveau plus profond, au niveau de l'être. Oui, parce que ça va chercher quelque chose là-bas. Okay. Tout à fait. Parce qu'il faut savoir, ce qui mobilise notre action, c'est pas l'objectif lui-même, mais c'est l'énergie ou l'émotion qui est derrière l'objectif. Alors, c'est ça qui va mobiliser notre engagement et notre action. En fait, c'est un peu comme les bénéfices qu'on va chercher. Parce que, tu sais, l'être humain, on est toujours dans deux mouvements. On veut éviter quelque chose, on veut éviter la souffrance. En même temps, on veut se rapprocher du bonheur. Tu sais, on veut se rapprocher du bien-être. Fait que c'est toujours les deux mouvements que l'être humain va faire. Fait que quand on est quand on commence à cibler les états d'être, on descend plus dans le mouvement de qu'est-ce qui va me rendre heureuse en 2019. Puis quand on y pense, en même temps, ça te rend quelque part joyeux. Peut-être que ça te donne la motivation en même temps d'y aller. Hein? Ben oui, absolument, parce que là, on est vraiment aligné sur une intention qui est profonde pour nous. Puis tous les êtres humains, on a une intention pour soi. Tout le monde a ça. Et des fois, pour trouver son mot fort, il y a différentes façons de pouvoir le faire. Des fois, ça émerge déjà d'un état d'être dans lequel j'étais. Et là, ça détermine un peu l'état vers quoi je veux me rapprocher. Je te donne un exemple. Voilà, ça serait mieux pour moi parce que je sais comment. Alors, moi, cette année, en début d'année, parce que probablement qu'il y a des choses qui vont s'additionner là-dessus, il y a le mot vitalité qui s'est présenté à moi parce que dans les derniers mois de l'année 2018, mon corps physique chantait des malaises, j'avais besoin de reprendre des activités, j'ai eu besoin d'aller voir des spécialistes de la santé pour différents problèmes de santé. Et comme le mot, c'est comme imposé à moi parce que moi, je me suis dit, hey, là, c'est important, Carole, il faut vraiment que tu t'occupes de ta vitalité. Tu es dans un travail où tu fais le don de ton énergie, tu fais le don de soi. C'est important que tu restes à ton meilleur. Fait que ce mot-là, c'est comme imposé à moi. Je pense, entre autres, aussi à une cliente que j'ai accompagnée l'an dernier qui, elle, son thème, ça a été la douceur. Elle était dans une étape de transition importante, elle a 2 enfants, elle était dans un retour aux études, elle avait une mère qui vivait un cancer. Alors, tout ça l'invitait finalement à prendre soin d'elle, à ne pas s'oublier dans le processus, parce que sinon, à ce moment-là, c'est sûr qu'elle ne pouvait pas prendre soin de tout son monde autour d'elle. Fait que, donc, des fois, il y a des mots qui s'imposent à nous. Fait que alors, ça devient plus facile de trouver notre mot fort. En réfléchissant à ce qu'on vit dans le moment présent? Tout à fait. Et des fois, il faut s'arrêter puis dire, si ce mot fort-là ne s'impose pas à nous, une façon aussi de l'identifier, c'est... Moi, je propose souvent l'exercice d'écriture parce que c'est un exercice qui est kinesthésique. Ça nous permet vraiment d'aller vraiment se connecter à un autre niveau et de voir juste écrire qu'est-ce que j'aimerais ressentir en 2019. Juste d'être habiter cet espace-là et écrire et voir qu'est-ce qui va apparaître sur notre bout de papier blanc. Super. Et autour de ça, déjà, peut-être on peut encercler des mots qui ont une résonance plus grande pour nous et ça peut peut-être à ce moment-là nous aider à identifier notre mot fort. OK, on va prendre la pause maintenant, c'est bon parce que super intéressant ton sujet. Alors, au retour de la pause, on va continuer de parler des approches différentes pour entamer notre année 2019. Vous regardez Entre nous sous les ondes de TV Rogers. Sous le soleil des affamés, lui s'en va le ventre plein. Toujours à s'éloigner, l'envie de partir à portée de la main. Si
Ce n'était que de l'histoire dans son rétroviseur, de celle si seule assise derrière, dans son rétro qui pleure, confort sous un torrent de pluie. Car sa vie le retient, du peu, il tient encore dans les mains le reste. Il s'en plaindra demain, ce geste aura raison de lui, modeste désir qui ne reviendra pas. Le temps qui s'effrite pas à pas, rattrape toujours celui qui fuit. J'étancherai ma haine, je soignerai ma paix, itinérant sans solde, toujours insatisfait. J'étancherai ma haine, je soignerai ma paix, itinérant sans solde. Dans cette ville qu'il a vu naître, la pitié est maître à ce vouloir d'exil. Cette fin pourtant il sait finira peut-être par tout lui prendre. En dédain, à quoi s'attendre quand le poison lui fait son effet? Mais ça vous le saviez déjà, au chat qui dort on ne touche pas. Les dégâts de la loi du talion ont fait de nous ivrognes et pions. La quête d'échappatoire dans un monde de fabulation, bientôt à en perdre la mémoire duquel des deux avait raison. J'étancherai ma haine, je soignerai ma paix, itinérant sans seul, toujours insatisfait. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On est dans l'approche, on parle de différentes approches pour rentrer dans notre année 2019. Oui. Et puis, première astuce, je veux dire, premier ingrédient, si tu veux, tu as demandé à ce qu'on trouve un mot fort pour cette année. Exactement, tout à fait. OK. Après ça, quand on a trouvé le mot fort, moi, par exemple, mon mot fort, c'est développement personnel. Oui. Alors, une fois qu'on a identifié notre thème, notre intention ou notre mot fort, après ça, ça devient plus facile d'identifier un petit peu c'est quoi les actions que je dois entreprendre pour incarner ce mot-là. Alors, pour le mettre en action, OK? Alors, il y a différents moyens, différentes actions que je vais prendre pour vivre davantage ce mot fort-là. D'accord. OK? Donc, une fois là, ça devient important de s'asseoir puis de se faire un mini-plan que j'appelle. C'est pas obligé d'être compliqué, mais tu sais, de dire, OK, si mon mot, c'est vitalité, ça va être quoi les moyens que je vais entreprendre pour que ce mot-là prenne tout son sens dans mon année 2019. Si mon mot, c'est énergie, c'est quoi les actions que je vais entreprendre pour que ce mot-là prenne tout son sens en 2019? Donc, d'établir vraiment chacune des étapes. Quand on écrit puis qu'on précise, ça nous permet d'avoir un peu plus de clarté. Hein? Quand on prend le temps de dire, OK, mon mot, c'est douceur, puis pour que je puisse incarner ce mot-là, voici les actions que je vais entreprendre. Fait que quand on l'écrit, ça amène de la clarté. Ça nous permet aussi de focaliser, parce que ce qu'on dit, c'est que si on a mis par écrit ce qu'on désire, nos moyens, on a 80% de chances de plus de réaliser ce qu'on veut. Mon Dieu, ma chambre sera remplie de papier ce soir. Et ça nous permet aussi de focaliser, tu sais, parce que ça vient, quand on écrit, ça vient activer une fonction de notre cerveau qui s'appelle le système réticulé activateur, qui est la fonction de la concentration et de l'attention. C'est pour ça que c'est important d'écrire les choses. D'accord. Parce que si on garde ça dans notre tête, là, c'est sûr et certain qu'à un moment donné, ça va partir. On oublie. On oublie, c'est ça, exactement. Fait que ça, c'est une façon d'ancrer notre mot fort. Un autre moyen peut-être que tu as déjà entendu parler, c'est de faire un collage aussi. Ce qui est bien avec un collage, c'est de mettre notre mot fort et autour de ça, de mettre peut-être les actions que je vais entreprendre pour vivre mon mot dans mon année 2019. Je souris parce que j'ai déjà une idée. OK, merci. Okay. Puis, ce qui est le fun, c'est que ça va chercher plus la dimension créative, ça va chercher notre cerveau droit. Fait que donc, c'est un bon moyen. Des fois aussi, une autre chose qu'on peut faire, c'est symboliser avec un objet notre mot fort. L'année passée, j'avais suivi mon cœur. Alors, j'avais un cœur que j'ai mis près de mon ordinateur, qui était comme un rappel symbolique de mon mot fort. Alors, je vais me chercher un trophée pour moi. Alors, et cette année, un de mes mots forts, parce que j'ai parlé de vitalité, mais j'ai aussi le mot statuer. Statuer qui est, moi, un mot plus fort que choisir. C'est comme
une solidité dans ma décision parce que de temps en temps, j'ai tendance à prendre du temps pour prendre mes décisions, puis à être pas solide pour certaines décisions. Fait que le statuer, pour moi, ben, je suis allée me chercher une statue parce que c'est un ancrage fort. Ça, c'est des façons, des moyens de pouvoir ancrer notre mot fort. OK, il nous reste juste 2 minutes. Juste après, on a trouvé le mot, on va l'ancrer dans nous, si on veut le dire ainsi. Le 3e point. Bien, en fait, je dirais que je peux pas me passer sous silence l'importance parfois d'aller chercher des alliés pour nous aider à avancer dans ce qu'on désire, parce que je dis toujours que le succès, c'est pas quelque chose qui se fait seul. On l'a entendu avec la chronique tout à l'heure au niveau de la santé mentale. Il faut s'entourer de gens. Ça fait que les gens parfois voient ça comme un signe de faiblesse, mais c'est pas un signe de faiblesse. C'est important de s'entourer. Fait que juste d'être capable de rendre des comptes. Par exemple, si le mot, c'est dans ta vitalité, par exemple, dans ma vitalité, c'est de faire de l'exercice 1 ou 2 fois par semaine, mais juste d'avoir quelqu'un avec qui je peux parler. Oui, ça peut être un coach, mais ça peut être aussi une amie, un membre de la famille, un collègue de travail, puis quelqu'un avec qui je peux échanger 1 fois par semaine, puis dire, bon, ben Claude, Andrea, où t'es rendu dans tes objectifs? Tu sais, fait qu'il y a un espace qu'on puisse échanger autour de ça. Ça augmente l'imputabilité quand on a quelqu'un avec qui en parler. Puis on le sait aussi que même si on s'est fait un plan, qu'on a un mot fort, ça veut pas dire qu'on vivra pas des obstacles, ça veut pas dire qu'on n'aura pas des périodes de découragement. Fait que d'avoir un allié avec nous, ben c'est support, c'est sûr et certain que ça peut nous aider à se remettre sur track beaucoup plus rapidement que si on le fait seul, qu'on peut abandonner beaucoup plus facilement si on est seul. Tu restes avec moi pour la conclusion? Oui. OK. Oui. On revient tout de suite après la pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Ne manquez pas notre prochain match de la LHJMQ, alors que les Huskies de Rouyn-Noranda viendront affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous le samedi 9 février, 19h, sur TV Rogers. À la prochaine émission, je rencontre Gabi Patnaud, une blogueuse gastronomique. Elle nous fait découvrir plusieurs restos de la région. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Avec moi, j'ai gardé Carole, coach de vie. On a appris à comment essayer de remettre nos résolutions au bon ordre. Il faut trouver un mot clé, un mot fort pour l'année. Oui. Ça peut être n'importe quoi. Moi, j'ai choisi développement personnel. Okay. Et puis, juste après, essayer d'ancrer ce mot-là en nous. Oui. Okay. Mais si on a du mal à trouver notre mot clé, qu'est-ce qu'on fait? Bien, en fait, tantôt, je parlais d'un exercice d'écriture. Je pense que c'est la meilleure chose. Prendre un temps pour soi, se centrer, faire un temps peut-être de méditation, juste pour puis écrire, puis voir qu'est-ce qui va émerger, puis entourer peut-être certains mots qui semblent des mots qui résonnent plus avec nous. Puis peut-être que ça va nous donner le mot fort
qu'on Je pense que désire. tu as un exercice sur ton site web. Oui, tout à fait. Fait que si les gens sont intéressés à faire l'exercice, j'ai un petit document que je peux leur faire parvenir. Toutes mes coordonnées sont sur mon site, le www.caroltheriault.com. Et ça va me faire plaisir d'envoyer gratuitement l'outil pour que les gens puissent trouver leur mot fort pour l'année 2019. Merci beaucoup, Carole. Et puis, je te reviendrai avec de bonnes nouvelles parce que je vais faire tout ce que tu as dit aujourd'hui. Bien, parfait. Merci. Au plaisir. Je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On se voit demain à l'émission. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, mon nom c'est Amélie et je suis bénévole chez TV Rogers. Pour moi, mon expérience a commencé en tant que bénévole parce que j'étais intéressée à en découvrir un peu plus. Il y a vraiment une ère de famille à Rogers qui ajoute beaucoup à l'expérience. C'est une porte qui s'ouvre, qui en ouvre plusieurs autres et qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, on va en retirer quelque chose. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.